Mon idée, alors c'est une croyance que j'espère positive, c'est de me dire que le client avec qui je ne sens pas les choses, au final, va me coûter plus cher. Et donc, accepter de prendre un client parce que je vois l'argent, c'est très court-termiste pour moi. Ce client pour lequel je ne travaillerai peut-être pas parce que finalement j'aurais dit non, le fait de ne pas le prendre va me laisser de la place pour un autre. Bonjour Anne et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs inspirants. Bonjour Geoffroy, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Comment vas-tu ce matin ? Je vais très bien. On est en été, c'est la période des vacances et j'en profite pour venir enregistrer ton émission, ce qui me fait très plaisir. Tout d'abord, je voudrais remercier nos partenaires, puisque tu le sais peut-être, il y a des partenaires sur le podcast. Donc d'abord Interphone, l'opérateur télécom 100% dédié aux entreprises. Et puis il y a YouMovie, l'expert en stratégie vidéo. Oui, il se cache derrière nous d'ailleurs. Il se cache, il est pas loin. Merci Didier, merci YouMovie. Donc aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de te recevoir, Anne Pasteger, alias Madame Bravo. On reviendra après sur le Madame Bravo. Première question pour commencer, une question facile pour toi. Qui es-tu, Anne Pasteger ? Alors c'est une question que je ne vais pas dire je redoute, mais pour laquelle j'ai envie un petit peu de changer les habitudes. Souvent les codes, voilà. Vas-y. Les entrepreneurs ont souvent l'habitude d'expliquer leur parcours ou ce qu'ils font. Moi j'ai envie de rester sur le qui je suis. Et d'aller vraiment sur peut-être qui je suis en tant que femme, entrepreneur, oui. Ça m'a d'ailleurs très fort surpris au début quand j'ai lancé Madame Bravo. Certains m'ont dit, mais en fait, toi, tu n'es pas une indépendante, tu es une entrepreneur. Et je trouve qu'il y a une vraie différence entre les indépendants et les entrepreneurs. Même souvent, quand on est entrepreneur, on est indépendant aussi. Oui. Je crois qu'on peut dire que je suis une femme énergique, déterminée, motivée, souriante et qui a envie de développer plein de choses. Est-ce que ça te suffit ? Oui, c'est bien. Mais si tu peux quand même expliquer brièvement quand même l'activité Madame Bravo quand même. Alors Madame Bravo quand même. Madame Bravo est celle qui va venir chez les entrepreneurs qui ont besoin de prendre du recul et donc qui va leur permettre de prendre de la hauteur à la fois sur base de coaching, puisque ça va être du coaching en entreprise, mais vraiment d'abord chez le dirigeant d'entreprise et puis ensuite par rapport aux équipes. Je vais organiser des animations et des formations, donc soit en inter-entreprise, soit en intra-entreprise. Et enfin, j'ai développé récemment une partie d'interim management, donc vraiment au niveau RH, venir aider, accompagner l'entreprise à mettre en place ce qu'ils auront besoin au niveau RH pour pouvoir leur donner de l'autonomie et qu'ils puissent continuer ensuite de façon complètement autonome et responsable. Et la question, pourquoi Madame Bravo ? Alors Madame Bravo, elle a plusieurs raisons. Une des principales raisons, c'est que je trouve qu'on ne dit pas suffisamment bravo aux entrepreneurs. Et donc un de mes rôles, c'est celle qui vient chez les entrepreneurs, chez mes clients. Quand je les accompagne, je vais quasiment à chaque fois leur demander des nouvelles, évidemment, depuis leur dernière session. Et je vais les féliciter, on va célébrer ensemble. Et j'en ai plusieurs même qui viennent avec « on n'a pas célébré aujourd'hui, attends, on doit le faire » quand j'oublie parfois de le faire. Et donc ça, c'est très très gai. C'est vraiment l'encouragement, les félicitations, puisque le chef d'entreprise, par définition, est seul. Il ne peut pas parler de ses problèmes, de tous ses tracas à son équipe, puisque, en tout cas, certains ont l'impression qu'ils seraient faibles dans ce cas-là. Ils n'ont pas toujours envie de rapporter les problèmes à la maison, ni à leurs amis qui sont ou pas entrepreneurs. C'est plus facile si les amis sont entrepreneurs. Quand ils ne le sont pas, il y a souvent un décalage entre ces amis, quand ils sont employés, ne comprennent pas toujours les problématiques vraiment spécifiques de l'entrepreneur. Donc il y avait vraiment ce côté-là. Alors, une autre raison pour laquelle je m'appelle Madame Bravo, c'est parce que j'ai développé une méthode qui est basée sur les alphas, les bravos et les charlies. Et donc, il y avait une raison pour laquelle on pouvait parler de bravo, mais ça, j'imagine que tu me poseras des questions là-dessus encore un peu plus tard. Est-ce qu'il y a un lien avec Monsieur, Madame, le petit livre pour enfants que certains connaissent? Mes enfants m'ont offert le livre, mais alors c'était Madame Bavarde. Ah oui, Madame Bavarde, c'était pas Madame Bravo. C'était pas Madame Bravo. Ouais. Non, le lien par rapport à Madame, en fait, ça dépend de mon ancienne entreprise. Et donc, je travaillais avant comme gérante pour la confiserie Léopold. Et régulièrement, puisque comme l'autre gérante, je faisais un peu de tout. Donc, je faisais aussi les livraisons où j'allais sur les événements. Et souvent, on m'appelait Madame Cuberdon. Donc, j'aimais bien ce petit surnom de Madame Cuberdon. Madame mixé avec Bravo. Voilà. Et donc, quand j'ai mis en place la méthode Bravo, je l'ai assimilée à Madame Bravo. Et finalement, ça marche très bien, qui n'était pas du tout prévu en termes marketing. Parce que c'est un nom que les gens retiennent très facilement. Alors, c'est quoi une journée type de Madame Bravo ? Une journée qui ne ressemble pas à celle d'hier. Ça fait bien. Mais quand même, comme j'aime tout ce qui est organisation, j'ai quand même des journées qui sont plus typées accompagnement.
Donc j'ai vraiment 2 journées sur la semaine principalement dédiées à ça. Des journées dans lesquelles je vais voir des entrepreneurs. Alors mon rythme vraiment, c'est entre 1h30 et 2 heures d'accompagnement où je vais être complètement présente. Soit pour l'entrepreneur qui est seul, soit s'il est associé. Ce sont des rendez-vous qui vont jusqu'à 3 heures pour vraiment donner la parole aux entrepreneurs, pour leur permettre de venir avec leurs difficultés, leurs interrogations, leurs thématiques du moment et qu'on puisse en discuter ensemble. Et donc vraiment la journée type accompagnement, je dirais, ce serait la journée dans laquelle je vois plusieurs entrepreneurs et avec qui on challenge toutes les idées qui passent. Chaque fois qu'il y a quelque chose, je vais rebondir, je vais aller chercher leurs compétences, leurs ressources et chaque fois le mettre en parallèle avec ce qu'on aura fait en préalable, le travail sur la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise. Donc finalement, on va regarder comment développer soit l'entrepreneur en tant que personne, soit s'ils sont associés, l'équipe d'associés finalement, pour faire en sorte qu'ils aillent vers leurs objectifs et qu'ils puissent emmener leurs équipes. Ça va être vraiment le focus que je vais avoir en fonction forcément des objectifs que m'auront donnés avant. Dans les autres jours de la semaine, je rencontre beaucoup de gens parce que j'adore ouvrir mon esprit, pouvoir avoir des nouvelles idées, pouvoir apporter ces nouvelles idées à mes clients. Et le reste, un peu comme tous les autres entrepreneurs, tout ce que moi j'appelle travail de fond qui est un peu invisible. Évidemment, le travail sur les réseaux sociaux, tout ce qui est networking, développer la clientèle, et puis les choses plus administratives que personne n'a jamais envie de faire et que j'essaye de déléguer évidemment au maximum. Et puis des temps qui sont aussi consacrés à l'équipe, puisque entre-temps j'ai mis en place une équipe et donc j'aime ce temps où je peux me poser, réfléchir avec eux, voir comment on peut faire du lien par rapport aux clients. On fait une sorte de supervision en interne où on vérifie un petit peu, tiens, qu'est-ce que tu as fait avec quel client, comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin encore pour vraiment apporter un accompagnement plus complet et plus global aux clients et évidemment les nouvelles idées pour la suite. Et donc si on fait un bond dans le passé, on retourne au moment de tes études, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton parcours justement de tes études jusqu'à aujourd'hui, les grands moments évidemment pas. Alors les grands moments, terminer mes études de droit, oui. Mais pendant les études déjà, j'avais eu un côté un peu entrepreneur parce que souvent à la période des examens, j'étais chef à domicile. Et donc à l'époque, c'était avec la personne avec qui je vivais qui est devenue le papa de mes enfants. Donc on préparait des repas pour jusqu'à 50 personnes quand même. Et donc on allait avec notre matériel dans les cuisines pendant qu'à côté de ça, je faisais des études de droit. Et donc j'ai terminé mes études, je me suis installée comme avocate, un petit peu par défaut du droit familial, c'est-à-dire qu'en commençant j'étais au barreau de Mons, c'était un petit barreau, et j'ai reçu ce que les autres ne voulaient pas faire, qui était le droit familial, ce qui m'a permis de me développer dans ça. En quoi c'était important pour aujourd'hui, parce que c'est ça que j'aime bien quand je parle de mon parcours, je dirais que le droit m'a permis d'avoir vraiment cette structure, ce cadre et cette vision très transversale des choses. Le droit familial l'approche beaucoup plus humaine. Et donc finalement, regardez comment dans un conflit, on peut reparler, remettre de la communication, arriver à écouter les besoins, les envies de l'autre et d'avoir des systèmes qui soient gagnant-gagnant pour arriver à un accord. Parce que mes bons dossiers, c'était 2 dossiers dans lesquels j'obtenais des accords. Donc ça, c'était vraiment la gratification ultime, surtout quand en droit familial, il y avait des enfants qui étaient en jeu. Donc ça, c'était vraiment très important pour moi. Après ça, j'ai moi-même eu des enfants. Donc ça m'a fait arrêter le barreau et là j'ai travaillé avec leur papa dans une entreprise de production de crème glacée. Et donc important pour moi dans ma vie d'aujourd'hui aussi, puisqu'en fait j'ai vraiment appris tout ce qu'il y avait dans une PME. C'était une toute petite structure et j'ai fait moi-même la compta. J'avais évidemment eu uniquement les cours de l'UNIF qui étaient très théoriques et donc là j'ai dû mettre en pratique tout ce qui était la gestion du personnel, la gestion administrative. Il y avait un système qualité aussi, donc la mise en place d'un système de contrôle qualité, l'achat CCP que certains connaissent certainement et puis d'autres qui étaient aussi demandés dans le système agroalimentaire. Je sortais les palettes du congélateur pour charger les camions. Donc très varié, très diversifié, très opérationnel comme travail, même si officiellement j'étais plutôt l'assistante administrative. Donc vraiment le cliché de la femme du patron. C'était sa propre entreprise à lui alors. Alors c'était une entreprise familiale, ouais, exactement. Ça, oui. Il travaillait avec sa maman et le fait que moi j'arrive dans l'entreprise a permis à sa maman d'avoir d'autres activités. Donc j'ai été formée en partie par lui, en partie par elle. Et simplement parce que je me suis mise dans l'entreprise et que j'ai réfléchi et que finalement en tant que femme du patron il ramenait quand même ses problèmes à la maison et donc je me suis jamais considérée même à ce moment-là comme employée puisque j'avais ce statut assez particulier. La prochaine balise ce sera la vente de cette entreprise familiale pour acquérir la confiserie Léopold. Et donc, moment charnière aussi, puisque finalement, j'ai pu autant participer à la cession d'une entreprise qu'à la reprise. Et donc, j'ai pu avoir, en très peu de temps, les 2 casquettes. Et je trouvais ça très, très intéressant. Dans la confiserie Léopold, j'étais gérante. Là, tu prends des parts ou pas ?
Oui, j'ai pris les parts. Okay. Et donc j'ai eu un rôle qui était tout à fait différent puisque départ et gérante, j'ai décidé que je ne voulais pas juste avoir un titre sur un papier, mais que je voulais réellement avoir les compétences que j'estimais ne pas avoir puisque j'avais fait des études de droit et pas des études de gestion. Et donc là, j'ai continué à me former pour vraiment pouvoir participer à la gestion de cette entreprise-là. Et là, j'ai fait vraiment toute la partie gestion opérationnelle, développement commercial, gestion du personnel. Et de ce côté-là, mon mari faisait lui toute la partie financière, production et gestion des événements. Voilà, ça c'était les derniers parcours, jusqu'à ce que je décide de quitter mon mari. Donc, puisque je travaillais avec lui, j'ai trouvé logique de partir aussi de la confiserie et de créer Madame Bravo. Oui, donc il y a eu un switch directement tu n'es pas passé par le salarié entre les deux, c'est directement de la confiserie à Madame Bravo. Oui, je suis toujours restée indépendante, à part ce qui pour moi dans les glaces c'était vraiment ce côté un petit peu employé, mais avec le statut particulier, je n'ai jamais été salariée. Si, pendant mes jobs étudiants. J'ai travaillé chez Deleuze, mais c'était le seul moment où j'ai vraiment été salariée dans ma vie. Et le concept Madame Bravo, c'était une évidence après ce passage, ou tu as dû te chercher un peu pour voir ce que tu allais faire précisément comme activité indépendante? Alors, Madame Bravo est née, je pense, réellement à travers une formation que j'ai faite à l'ICHEC, puisque justement j'avais décidé d'augmenter mes compétences comme gestionnaire d'entreprise. Il y avait une formation qui était spécialement dédiée aux chefs d'entreprise en PME. J'ai rencontré 12 personnes absolument incroyables et pendant 1 an de formation, on a vu toutes les parties de la PME. Et au fur et à mesure de cette formation, j'ai des idées qui sont arrivées, que j'appliquais d'abord dans la confiserie, puisque j'étais quand même encore gérante de la confiserie. Donc chaque semaine, le personnel se demandait ce que j'allais apporter en revenant de ma formation. Et puis de là, j'ai tiré vraiment un fil rouge que je ne connaissais pas à l'époque, qui était mission, vision, valeur. Et en fait, de tout décliner dans l'entreprise avec ça. J'avais aussi appris une méthode qui était les ABC pour pouvoir classer ses tâches. Et donc, en mixant un petit peu tout ça, j'ai au fur et à mesure créé ma méthode. Et quand j'ai décidé de partir de la confiserie, c'était au mois de mars, j'ai voulu rester jusqu'au mois de décembre afin de permettre de clôturer la saison, puisque vraiment le gros moment dans la confiserie sont les fêtes de fin d'année. Et donc, je voulais faire en sorte que la transition se passe bien. Et donc, j'ai commencé Madame Bravo au mois de janvier. Donc, ça m'a laissé quand même quelques mois pour réfléchir au concept de Madame Bravo, pour voir comment je voulais le lancer, en quoi ça me correspondait. Et donc pour l'histoire des ABC, en fait, l'idée de base, c'est de répartir ces tâches en 3 catégories. Les alphas, les bravos et les charlies. Les alphas vont être vraiment en quoi tu seras la meilleure personne. La meilleure personne dans l'entreprise pour voir quelles sont les tâches que tu vas accomplir. Mais finalement, comme je vais le lier à mission, vision, valeur, en quoi c'est ta mission d'être dans l'entreprise à cette place-là et quelle est la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise pour voir comment est-ce qu'on peut aligner les deux. Et vraiment, l'idée, c'est d'aller trouver la meilleure personne à la meilleure place. Les bravos, c'est tout ce que tu vas pouvoir déléguer. À qui tu vas pouvoir déléguer, éventuellement à la machine ou à l'humain. Est-ce qu'il est en interne, il est en externe, d'avoir une réflexion par rapport à ça. Et donc, une partie du nom de Madame Bravo est liée aussi à mes réflexions dans la création de mon parcours. Parce que ma première idée, c'était d'intervenir comme Bravo moi-même dans les entreprises. Et donc de dire aux entrepreneurs, vous pouvez déléguer certaines choses et je suis là pour prendre principalement toutes ces tâches administratives et ce que certains appellent les bouffeurs de temps. Et donc de venir prendre toutes ces tâches qui n'ont pas beaucoup de plus-value ou en tout cas qui ne permettent pas de se concentrer sur le business pour permettre aux entrepreneurs d'aller là où ils doivent aller, donc dans leur stratégie d'entreprise, dans la supervision, dans la mise en place des idées, des objectifs. Et puis les Charlies, c'est tout ce qui va donner l'impression de perdre du temps. Donc, souvent les Charlies contraintes ou les imprévus que beaucoup d'entrepreneurs connaissent. Ce que les entrepreneurs font moins, c'est prendre les Charlies plaisir et donc faire en sorte de se faire plaisir pour arriver à finalement augmenter notre énergie, à mieux se concentrer sur ces alphas, puisque le but du jeu, ce sera de mieux se concentrer sur ces alphas, bien déléguer ses bravos et profiter de ces Charlies plaisir. Voilà, ça c'est un petit peu le parcours. C'était l'idée de base quand j'ai créé Madame Bravo. Et puis j'ai quand même gardé un petit peu l'esprit entrepreneur, comme on disait tout à l'heure, avec mon envie de pouvoir voir Madame Bravo comme finalement différents services, différents produits et donc comment travailler la gamme. Et même si j'ai commencé avec le coaching qui était mon métier de base, je me suis formée au fur et à mesure là-dedans, j'ai quand même rajouté les formations et maintenant l'interim management. Donc il y a vraiment cette réflexion stratégique que je continue de garder. Et quel conseil donnerait Madame Bravo à Anne à 18 ans? Oula. Alors, attends. 18 ans. En fait, le conseil ne va pas changer beaucoup de ce que je donnerais comme conseil la plupart du temps, qui est ose. Ose, essaye. Et j'ai presque envie de dire trompe-toi.
c'est peut-être même encore plus important. Apprends à lâcher. À 18 ans, il y aurait peut-être un côté où j'étais encore cette petite fille... parce que même à 18 ans, je considère qu'on n'est pas encore complètement fini, on n'est pas encore vraiment adulte. Il y a encore cette part un peu enfant qui découvre le monde. Je vois avec mes enfants qui sont beaucoup plus matures que ce que moi je ne l'étais à l'époque. Et donc j'ai vraiment envie de dire, laisse tomber cette petite fille parfaite ou celle qui croyait ou voulait être parfaite. Ose plus être toi-même. Ce serait peut-être le plus grand conseil. Qui es-tu et ose être toi-même. Quelle a été la réaction de tes proches lorsque tu as décidé de devenir entrepreneur ? Mais en fait, comme j'ai toujours été indépendante, j'ai pas eu vraiment de réaction comme certains m'ont expliqué. Ils étaient passés dans le monde du salariat, à qui on disait finalement je vais devenir indépendant. Et donc j'ai eu aucune des réactions de peur que j'entends parfois. Non mais comment est-ce que tu vas être payé, etc. Moi c'était juste une évidence. Les personnes qui m'entouraient étaient principalement des entrepreneurs. Et donc moi, quand j'ai voulu lancer Madame Bravo, pour reprendre ce dernier exemple-là, c'était plus des encouragements. Et c'était vas-y, fais-le. C'est logique, c'est évident, continue sur ton parcours. Et les encouragements ont été dans les formations pour approfondir les connaissances que j'avais déjà, pour créer mon réseau. Ça a été plus des conseils de cet ordre-là. Ouais. Et tu en as parlé tout à l'heure de l'échec. Finalement, l'échec apprend beaucoup de choses. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un échec qui était très formateur pour toi ? L'échec le plus formateur, en tout cas celui qui m'a le plus énervé, c'était dans la confiserie, à un moment où on a dû gérer un client, à l'époque, du coup, le papa de mes enfants et moi, et on n'avait pas organisé le qui fait quoi. Et donc c'est là la leçon évidemment que je vais retirer. C'était un gros client pour nous, il était assez important, et on a eu des bugs quasiment à toutes les étapes de la livraison de ce client, aussi bien dans la prise de commande qu'au moment de la livraison. Et je me demande même si au niveau de la facturation on n'a pas réussi à se tromper, et encore. Et donc là ça a été vraiment un apprentissage énorme qui m'a fait dire que tant que les rôles n'étaient pas définis, tant qu'on n'avait pas défini même dans ce process client qui veut c'est quoi, à quel moment, finalement c'était pas bon pour le client puisque lui n'avait pas le service auquel il pouvait s'attendre, et c'était pas bon en interne parce que c'était vraiment pas fluide. Donc je pense que ça c'est le plus gros échec peut-être que j'ai eu dans ma vie d'entrepreneur. C'est vraiment celui qui m'a marqué le plus. Pour Madame Bravo, je pourrais réfléchir. J'ai peut-être eu des déceptions de ne pas avoir dit suffisamment tôt à un client qu'en fait je ne lui convenais pas. Et donc ça, c'est peut-être ma prochaine envie. Je propose toujours un premier rendez-vous pour faire connaissance avec le client. Et en réalité, je sais, quand j'ai ce premier rendez-vous, si je vais vraiment pouvoir apporter le maximum à ce client-là, ou d'avoir des limites en me disant je ne suis pas sûre qu'il va vraiment prendre tout ce que je vais lui apporter. Il y aura un contact qui ne va pas être aussi fluide de nouveau, aussi équilibré qu'avec d'autres clients. Et en réalité, le conseil que j'ai envie de me donner, pour reprendre un peu ton expression de quel conseil donnerait Madame Bravo à Anne, ce serait vraiment de suivre encore plus mes intuitions. Et d'oser affirmer ce non. Je pense que je suis tout à fait capable de dire non et très assertive par rapport à ça, mais peut-être plus aller chercher l'intuition qu'il y a derrière et de l'assumer. Et tant pis si la personne ne comprend pas. Finalement, on n'a pas toujours besoin de se justifier. Oui, mais c'est un conseil qui va parler à beaucoup d'entrepreneurs, je pense, parce que oui, effectivement, on le ressent souvent. Mais qu'est-ce que tu conseillerais pour trouver le juste milieu, forcément, entre le fait de pouvoir dire non à un client, mais aussi le côté de devoir remplir, pour certains, le frigo, puisqu'effectivement, on doit aussi gagner, comme c'est de réalité, on doit aussi gagner de l'argent. Donc parfois, tu as un client, tu dois gagner de l'argent, tu dis le match est fait, et tu sens que ça ne va pas forcément être le bon, mais tu vois, tu es un peu tiraillé entre les deux. Oui, je vois tout à fait cette envie. Mon idée, alors c'est une croyance que j'espère positive, c'est de me dire que le client avec qui je ne sens pas les choses, au final, va me coûter plus cher. Et donc accepter de prendre un client parce que je vois l'argent, c'est très court-termiste pour moi. Ce client pour lequel je ne travaillerai peut-être pas parce que finalement j'aurais dit non, le fait de ne pas le prendre va me laisser de la place pour un autre. Et donc j'essaye de me convaincre un petit peu que ça veut dire qu'il y a un autre, entre guillemets, meilleur client avec qui j'aurai plus de plaisir de travailler, peut-être même qui rapportera plus, mais vraiment c'est pas le critère principal pour moi. C'est l'énergie en fait que je veux développer pour pouvoir accompagner ce client qui va vraiment m'intéresser.
Et donc, le conseil que j'aurais envie de donner, puisque vraiment, je pense qu'effectivement, ce podcast peut servir à ça, c'est d'abord d'écouter ses intuitions. Et une façon d'écouter ses intuitions, pour être vraiment dans du pratique, c'est d'essayer, parce que c'est vraiment très difficile, au début en tout cas, d'écouter son corps. Et d'entendre ces petits messages, je le sens pas. On pratique d'ailleurs chez Madame Bravo avec l'équipe des exercices et on essaye d'expliquer à nos clients, on leur fait faire des exercices pratiques pour ça, pour vraiment être de plus en plus à l'écoute de tout ça. Et c'est-à-dire, si finalement on ne le sent pas, on ne le fait pas. Et alors, l'autre conseil très pratique, c'est de distinguer finalement cette question de fond, je le fais pas, de la forme, de comment je vais dire non, parce que beaucoup d'entrepreneurs ont effectivement du mal à dire non. Alors ce que je vais faire avec eux, c'est évidemment aller un petit peu chercher d'où ça vient ce non. Un des exemples classiques, c'est la peur du conflit. Si je dis non, je vais créer un conflit, ou bien je ne vais pas être reconnu. Il y a souvent aussi cette histoire de reconnaissance. Et finalement, en mettant les choses en forme, et donc en leur expliquant comment on peut dire un non propre, finalement l'entrepreneur va se respecter beaucoup mieux lui-même. Je pense aussi qu'il va être beaucoup plus fort par rapport à son équipe. Parce qu'un dirigeant qui arrive à mettre ses limites et qui arrive à clairement mettre la limite va donner l'autorisation à son équipe de pouvoir aussi dire non quand il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et donc, au final, pour revenir à ta question, avoir dit non à un client va finalement avoir un effet tellement plus positif, un peu en effet domino, que moi, je vais les encourager à dire non et je vais travailler avec eux la façon dont ils pourront dire non. Et une autre compétence importante pour un entrepreneur, c'est la prise de décision, évidemment. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une décision difficile que tu as dû prendre, mais qui a été formatrice et qui t'a apporté beaucoup de choses? Alors, je vais reprendre en lien avec la réponse que je viens de te donner et d'autres éléments que j'ai donnés avant, l'histoire de mission, vision, valeur. J'ai, pour Madame Bravo, dit non à un client. Donc j'ai eu une difficulté avec un client. C'est le seul pour lequel j'ai une difficulté depuis que j'ai vraiment travaillé comme Madame Bravo, comme tu disais, alias Madame Bravo. Et je me suis posé la question, je sentais que ce client, depuis le début, il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'ai essayé de me convaincre. Oui, tout va bien, on a vraiment fait des chouettes choses ensemble. Par contre, je pense qu'au niveau de la qualité du travail que j'ai pu fournir avec l'équipe, parce qu'on a travaillé pour ce client en équipe, je pense vraiment que c'était très qualitatif et que cette petite voix restait derrière. Jusqu'à un moment, et c'est peut-être encore aussi en lien, comme tu disais tout à l'heure, finalement, comme je n'avais pas dit non suffisamment, il y avait des petites choses qui s'accumulaient et qui ont pris une ampleur, qui ont fait que, pour moi, ça n'était plus possible. Et donc, j'ai remis tout ça en lien avec ma vision. Où est-ce que je veux être? Quel type d'entrepreneur j'ai envie d'être? Ma mission. Est-ce que quand j'accomplis ce travail-là pour cet entrepreneur, je suis vraiment dans mes missions et surtout mes valeurs? Qu'est-ce qui fait que cette situation-là ne correspondait pas à ma valeur? Et donc, quand j'ai confronté tout ça, la décision de mettre fin à cette collaboration, elle était vraiment basée sur mes valeurs. Il y avait une de mes valeurs qui était équilibre, qui n'était absolument pas respectée, et une autre qui était franchise. Et là, tu me connais un petit peu, et les auditeurs vont peut-être aussi se rendre compte. Voilà, je suis assez franche, je dis très vite ce que je pense, et en fait, j'attends dans cette notion d'équilibre que les personnes en face de moi fassent pareil. Et je ne me suis pas retrouvée du tout par rapport à ça. Et donc, la façon dont j'ai été dire ce non à ce client, dont j'ai pris cette décision, ça a été de confronter, finalement, d'appliquer ce que moi je conseille à mes clients, donc d'être la plus cohérente possible par rapport à ce que je leur dis. J'ai pris ça en considération et j'ai dit à mon client que ce ne serait plus possible de continuer à collaborer. Voilà, une des décisions que j'ai prises et finalement l'équipe m'a remercié derrière. Ouais, c'est vrai que c'est important, la prise de décision. Je pense que effectivement, il y a des formations là-dessus. Je pense que c'est important de se former aussi parce qu'on peut gagner énormément de temps et puis justement, on peut peut-être éviter aussi certaines erreurs qu'on peut faire. Oui, et peut-être le pire, là vraiment de nouveau en mode conseil. Je reste vraiment dans ce focus, essayer de donner. Plus on donne de la valeur, plus on sera écouté. Je pense que le plus dur, ce serait de ne pas prendre de décision, en tout cas pour l'équipe ou pour les clients. Et souvent, l'humain n'aime pas être dans ce flou, dans cette indécision, dans l'inconnu. Et finalement, vraiment, le conseil que j'aurais envie de dire, c'est choisissez, décidez, parce qu'il vaudra mieux une décision qui a été prise, même si vous estimez que ce n'est pas la bonne, mais au moins elle fera avancer les choses et ça vous permettra d'aller au point suivant. Tandis que l'absence de décision va laisser un flou, personne ne saura exactement comment se positionner, et donc finalement, vous allez perdre encore plus de temps, éventuellement d'argent et d'avoir d'autres conséquences négatives derrière. Oui, tout donc à fait. voilà, de nouveau le mot oser. Oser, on retiendra.
Si tu pouvais inviter à un business lunch une personne ou une personnalité vivante ou décédée, qui serait-elle ? Alors c'est comique parce que j'avais envie de te répondre Simone Veil, mais je ne sais pas si en mode business ce serait vraiment la femme la plus adéquate. Tout est ouvert. C'est une femme qui m'inspire beaucoup. J'ai lu d'ailleurs récemment son livre puisqu'elle a fait une autobiographie. Cette femme m'inspire énormément de respect justement par rapport à ses prises de décision et au fait que j'ai eu le sentiment qu'elle a vraiment pu à chaque fois prendre des décisions en conscience. Alors oui, elle était engagée politiquement, ce qui n'est pas du tout mon cas, et vraiment la politique n'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais j'ai l'impression qu'elle l'a fait vraiment pour ses convictions et que ses choix n'étaient pas guidés par les sirènes des partis, mais vraiment plus, elle est notamment connue pour cette loi sur l'avortement qu'elle a pu faire passer, mais donc cette conviction, elle a beaucoup travaillé sur la condition féminine, c'est pas tant le côté je suis une femme donc je choisis une femme, mais c'est vraiment ce côté conviction. Comment est-ce qu'elle peut respecter ses valeurs ? Voilà, vraiment cet élément-là qui m'intéresserait énormément et j'aurais adoré pouvoir la rencontrer. Un autre homme que je mettrais alors à côté d'elle qui devrait être très comique, c'est Jean d'Ormesson. Je trouve cet homme, de nouveau, malheureusement on ne pourra plus discuter avec lui, mais il m'inspirerait énormément d'espièglerie, avec une intelligence hors norme, je crois, Simone Veil certainement aussi. Mais voilà, une inspiration, de l'intelligence, et pour tous les deux, le sentiment, forcément de nouveau, je ne sais pas, connu pour de proches, mais beaucoup d'humilité. Et là, pour revenir, capacité de prendre des décisions. Je pense que ces deux personnes-là ont su prendre des décisions, ils savaient où ils voulaient aller, et tous les deux, peut-être quelque chose de très positif. Ils avaient du sens dans leur vie. Du coup, ça fait évidemment, chez moi, ça fait des bons. Hein, oui, on voit les images mentales. Je pense que ce sont des personnes qui mettent du sens dans ce qu'ils font et qui réellement donnent du sens à leur vie. Je pense que notamment l'expérience Simone Veil qui me fait penser à Viktor Frankl aussi dans les camps de concentration, de se dire que si on a du sens à sa vie, si on sait pourquoi on est là ou qu'on croit qu'on va pouvoir trouver autre chose plus tard, ça nous permet d'avancer. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Tu parles du pourquoi, le grand pourquoi, oui. popularisé par Simon Sinek. Quel est le grand pourquoi de Madame Bravo ? Alors je croyais le connaître il n'y a pas tellement longtemps en étant dans finalement ce qui était un discours un peu très commun, qui était de développer le fait qu'au plus j'aide des gens, au plus je vais créer un domino positif. Donc j'ai déjà parlé de ce domino positif et pour moi c'était vraiment quelque chose qui était très très fort de me dire une personne, un entrepreneur qui va rentrer chez lui, qui va être heureux, qui va en tout cas avoir déposé une partie de ses problématiques, qui va être soulagé d'avoir pu aborder, d'avoir clarifié une situation, de savoir où il va. Pour moi, quand il va rentrer chez lui, il va être plus serein. Et donc s'il apporte un peu de cette sérénité chez lui, que ce soit auprès de sa famille, de ses amis, n'importe qui, finalement, il va être plus heureux et il va contribuer au bonheur de ces personnes-là. Il y a une magnifique vidéo que je pourrais retrouver en lien si tu en as besoin pour le podcast, avec quelqu'un qui donne des boules, mais là de la mauvaise humeur. Donc vraiment quand on crie sur quelqu'un, finalement c'est un peu comme si ce domino était négatif pour le coup. Quelqu'un qui crierait sur toi le matin, en venant tu aurais un automobiliste qui viendrait avec, même si tu ne comprends pas, des gros mots. En fait ce serait tout à fait différent de quelqu'un qui disait « Oh mon Dieu, je t'ai pas vu passer » au lieu de crier sur celui qui était avant et de s'excuser finalement parce qu'on sait le faire avec les gestes. Oh désolé, j'ai pas vu, j'ai pas fait exprès, voire d'ouvrir le carreau parce qu'on est bien protégé dans la voiture, mais ouvrons le carreau pour dire je suis désolé, je ne vous ai pas vu. Ça a une valeur incroyable et je suis sûre que la personne du coup à qui on dira ça va dire ah, il m'a considéré en fait, même s'il m'a pas vu, il m'a considéré. Donc ça c'était la première partie de ma réponse. Alors la deuxième idée, elle est venue beaucoup plus récemment et là j'ai vraiment un grand merci à Laetitia Van Wyk, avec qui j'ai suivi la formation Step Change, qui est venue me chercher et donc a été encore plus loin que ce discours finalement que je tenais. Et elle m'a permis de me rendre compte qu'au plus j'accompagnais des entrepreneurs, au plus cela me permettait d'être libre et d'être moi-même. Et donc ce pourquoi-là, il est encore plus profond chez moi. Et donc vraiment, j'aspire à ce que beaucoup d'entrepreneurs puissent réaliser aussi leur pourquoi. Et si je peux les accompagner, finalement, c'est magnifique de pouvoir me dire, au plus j'accompagne les entrepreneurs, au plus je les aide à être eux-mêmes, au plus je pourrai être moi-même. Alors une question que j'affectionne particulièrement, comment est-ce que le marketing et la communication ont amené le succès à Madame Bravo ?
Alors, marketing et communication. Déjà, est-ce que ça a joué un rôle? Et si oui, comment est-ce que ça t'a amené Alors, je pense, oui, réellement que ça a joué un rôle. Dans ma communication et mon marketing, moi, je l'appelle plus communication externe. Ça, c'est un peu mes termes à moi, en voyant qu'il y a une partie qui est vraiment dirigée en mode commercial, puisque finalement j'ai quand même des services à vendre. Mais ce que je préfère réellement, c'est la partie, je parle de ce que je fais, je parle de qui je suis. Et donc vraiment comme on le fait ici. C'est vraiment la partie que je préfère, c'est de chercher à chaque fois dans ma communication, de parler de ce que j'aime, de ce qui me donne de l'énergie, de ce en quoi je crois, et de développer mon marketing et ma communication sur cette base-là. Alors j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui vont suivre des tunnels de vente et ce genre de choses. Moi, je suis assez incapable de faire ça. C'est très tendance en ce moment d'ailleurs. Il y a beaucoup de formateurs sur le sujet. Exactement. Ouais. Et moi, j'ai des clients qui viennent chez moi en disant voilà, j'ai suivi, c'est une formation et je voudrais appliquer. Je suis vraiment pas la bonne personne pour ça. Moi, j'ai vraiment toujours développé ma communication autour de ce que je pensais pouvoir apporter et mes réflexions personnelles. Et par exemple, si tu vas voir sur mon LinkedIn où j'ai invité les auditeurs, évidemment, à aller voir Madame Bravo sur le LinkedIn. C'est Anne Pasteger, alias Madame Bravo, hein, oui. si te cherche. Exactement, merci Geoffroy. Et j'ai aussi le LinkedIn Pro de Madame Bravo. Oui. Et donc, je travaille maintenant avec Raphaël Aiglon, qui m'aide, que tu connais aussi d'ailleurs. Qu'on salue d'ailleurs. Oui, un petit coucou à Raphaël, une dédicace. Et donc, je travaille avec elle pour que vraiment en termes de communication, on puisse développer, comme on le fait ici, en fait, des outils pratiques. Que chaque réflexion, chaque post que je puisse avoir puisse susciter. C'est vraiment cette idée-là, une réflexion, une inspiration, une envie de se mettre en action. Alors, évidemment, tous les posts ne vont pas avoir la même profondeur. Voilà, il y en a certains qui vont être simplement aussi, regardez, on aura certainement un post aujourd'hui. Pour dire, voilà, on a fait l'interview, mais j'ai vraiment de nouveau envie d'inviter les entrepreneurs de se dire, tiens, comment est-ce qu'elle a fait pour arriver chez Geoffroy? Comment est-ce qu'elle a fait pour faire un podcast? Et moi, un podcast, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter pour ma boîte? Est-ce que ça a du sens? Oui, non. Et même pour des métiers techniques, j'accompagne par exemple plusieurs bureaux comptables, des fiduciaires. Et je pense qu'un podcast pourrait avoir beaucoup de sens. Et donc, si on suscite au moins cette réflexion-là chez eux, on aura gagné tous les deux. Ou n'importe quelle autre réflexion auprès d'entrepreneurs, ça serait vraiment génial. Et pour aller un peu plus loin, donc tu lances ton activité, tu lances Madame Bravo. Comment est-ce que tu trouves tes premiers clients? C'est toujours un peu là que les gens coincent, ont toujours un peu de mal. Et moi, j'ai été manger des lunchs. C'est sympa. Il y en a qui téléphonent, qui font du call calling, il y en a qui vont luncher, c'est sympa. Moi, j'ai vraiment... Alors, ce que j'ai vraiment fait, j'ai pris mon LinkedIn et j'ai regardé dans tous mes contacts, toutes mes connexions, les personnes avec qui j'avais envie de discuter. J'y suis allée, j'adore avoir des objectifs, et là je me suis contrainte en ayant comme seul objectif d'ouvrir mes réflexions. Et donc je n'ai pas été en disant je veux vendre quelque chose, puisque ta question de base était vraiment liée à cette option marketing et communication. J'étais beaucoup plus dans la communication et dans cette idée de je vais annoncer à cette personne-là, si elle ne le sait pas encore, que j'ai changé de métier, que je vais évoluer vers autre chose. Et finalement, j'ai trouvé beaucoup de soutien. Parce que comme j'étais au début de l'activité, que j'ai quasiment contacté que des entrepreneurs, ils m'apportaient leurs réflexions. Ils me montraient comment ils comprenaient l'activité de Madame Bravo. C'est une question que j'adore poser. Qu'est-ce que tu as compris de moi? Elle est très simple et pourtant elle dévoile énormément de choses sur ce que votre interlocuteur sait de vous, à partir d'où vous pouvez l'emmener, éventuellement ce qu'il a retenu dans votre communication, qui est peut-être quelque chose qui correspond à ses besoins. Et donc en termes de marketing, du coup, qu'est-ce que je vais lui vendre après? Forcément, on sera beaucoup plus fort puisqu'on va aller chercher les besoins. Mais là, mon idée, c'était vraiment de développer d'abord mon réseau. Et ensuite seulement, j'ai pu aller vers quelque chose qui était plus commercial. Et j'ai quand même écrit 2 bouquins et un carnet pratique qui ont été édités chez Edipro. Je pense que ça a aussi servi la communication. C'est un truc auquel je ne pensais plus du tout. Mais effectivement, ça m'a donné beaucoup de légitimité, un peu de notoriété. Je crois que le fait de l'avoir écrit m'a surtout permis de structurer mes idées. Je participe maintenant à des cercles d'auteurs entrepreneurs avec Laurence Ortega qui m'a accompagnée pour l'écriture des 2 livres. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place en termes de réseau, je crois, pour pouvoir développer son entreprise. Le networking, tu pratiques un peu beaucoup, passionnément? Un peu beaucoup, je m'arrête à ça en fonction des moments. Networking, ce que j'apprécie, c'est d'avoir quelque chose de régulier.
Et donc, de nouveau, en mode conseil, je me suis rendu compte qu'aller picorer dans plusieurs réseaux n'était pas très efficace. Parce que finalement, les gens nous voient une fois, ils disent « Ah oui, elle a l'air sympa ». Ou pas, et on passe à autre chose. Tandis que retourner régulièrement dans un réseau va faire en sorte que les gens vont vraiment commencer à discuter avec vous. Et donc on revient sur communication, évidemment, cette idée qu'on crée une vraie relation avec les gens. Et donc, je crois vraiment qu'à partir de là, on peut créer quelque chose, et c'est d'abord créer de la relation avant de pouvoir éventuellement créer du business. En tout cas, dans mon approche. Oui, c'est très bien, le networking, c'est assez... fan du networking. Ah, j'adore, oui. Oui. J'aime bien quand on peut combiner avec de la nourriture intellectuelle. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Et de la nourriture, de la vraie nourriture. Aussi. C'est pas l'endroit où j'en profite le plus. Toujours un petit plus. Quel conseil donnerais-tu à un ou une entrepreneur qui souhaite concilier idéalement vie professionnelle avec vie privée ? Alors, je crois d'abord que la définition qu'on va donner de cette conciliation, que moi j'appelle souvent équilibre, vie professionnelle et vie personnelle, que j'appelle pas vie privée d'ailleurs, c'est d'abord de faire le point sur ce qu'on veut. Donc là, je lui donnerai un outil que j'appelle la roue de vie. Je sais que certains l'appellent l'étoile éclatée, il y a d'autres noms. En fait, ça consiste à lister les différents domaines qu'on a dans sa envie d'évaluer. Et donc aussi bien des domaines professionnels que purement est-ce que j'aime mon job, est-ce que je suis OK dans mon boulot, mais ça pourrait être comment ça se passe avec mon équipe, ce genre de choses, que financièrement je me retrouve dans mon entreprise, parce que dans beaucoup d'entreprises, les entrepreneurs finalement ne gagnent pas si bien que ça leur vie, ou en tout cas c'est une des difficultés de certains. Et puis j'évaluerai les différents domaines qu'on appelle vie privée ou vie personnelle. Il peut y avoir les relations avec ses amis, avec sa famille proche, est-ce qu'on fait ou pas du sport, quelle est notre alimentation, qu'est-ce qu'on a comme développement personnel, est-ce qu'on a des vacances, des voyages, ce genre de choses. Et donc pour moi, avant de pouvoir dire je cherche un équilibre, je vais aller dans où j'en suis maintenant. Et puis j'aurais envie de leur proposer de voir dans quel domaine en particulier ils voudraient commencer à bouger les curseurs. Parce que tout bouger en même temps ne me paraît pas être très cohérent. En tout cas, ça va leur demander beaucoup d'énergie. Et j'ai peur, en tout cas surtout avec les entrepreneurs que je vois autour de moi, qui s'éparpillent, et qui essayent un peu tout partout. Et ils n'auront pas des données fiables, ils ne pourront pas vraiment avoir un retour efficace. Je vais aller chercher aussi ce qu'ils ont déjà fait par le passé qui a fonctionné. Parce que c'est incroyable le nombre de choses que vous avez certainement déjà mis en place, qui vous a fait du bien et pour une raison X, Y, Z, vous avez abandonné. Et donc peut-être aller rechercher ce qui a fonctionné pour vous avant d'ajouter des choses nouvelles, donc consolider avant de pouvoir construire. Et puis enfin, arriver à dire, voilà, dans ce domaine-là, vous avez envie de mettre des choses en place. Qu'est-ce que vous allez mettre pour toucher à cet équilibre-là et avoir une réflexion sur quel impact ça va avoir sur les autres domaines de votre vie. Un détail, je me rends compte en l'expliquant, c'est évidemment de donner une notation à chaque domaine en se disant là je suis peut-être à 3 et attention de ne pas vouloir absolument dire oui je suis à 6, 7, 8, 9 et peut-être même que certains n'atteindront jamais le 10 parce qu'ils sont tellement perfectionnistes qu'ils ne pourront pas, c'est pas possible pour eux. Mais donc accepter peut-être que dans certains domaines ils sont à 3 et ils voudraient juste être à 4 et que ça, ce serait déjà génial pour eux. Voilà, donc j'essaye aussi de relativiser tout ça. Mon but n'est pas que tout le monde soit à 10 partout, ça n'a pas de sens pour moi. Quels sont les est-ce que tu pourrais nous citer 3 fondamentaux pour toi de la réussite entrepreneuriale ? Oula ! Les incontournables. Oser. Je reviens. Oui. Oser. Parce que finalement, on ne peut pas réussir si on n'a pas osé. Si on n'a pas pris cette idée pour la tester, pour l'expérimenter, pour aller plus loin. Le deuxième fondamental, pour moi, c'est bien s'entourer. C'est vraiment incroyable ce qu'on peut avoir comme puissance dans le collectif. De trouver des entrepreneurs. Bon là, moi, quand tu m'as demandé des personnes inspirantes pour le business lunch, c'était peut-être pas l'idéal pour vraiment du business. Non, c'est très bien. Mais créer votre cercle de soutien. Ça serait vraiment une idée très très forte pour moi, de trouver des gens, de déterminer en quoi ces gens-là peuvent vous aider et inversement, de se dire peut-être que si vous avez trouvé 2 personnes, il vous manque un certain domaine dans lequel vous n'êtes pas le meilleur, puisque je remets la méthode, évidemment, je ne suis pas le meilleur, qui d'autre que moi peut être le meilleur, et donc je vais chercher dans mon cercle de soutien des gens qui ont des compétences que je n'ai pas, pour pouvoir m'épauler, ouvrir mes réflexions, donc vraiment oser s'entourer et avoir une stratégie. Oui, définir sa stratégie et ensuite la décliner en objectif. Parce que sinon, je verrais vraiment un risque d'éparpillement, je verrais des décisions qui ne seraient pas prises de façon cohérente. Et donc, le fait d'avoir
mission, vision, valeur, de pouvoir s'y tenir, de voir comment les concrétiser, même dans le bureau, les rendre visibles. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est d'aller jusqu'à un tableau de visualisation ou ne fût-ce que mettre des mots, mais que ça ne reste pas des mots. Ça, ce serait le pire, évidemment, pour moi. C'est vraiment symboliser tout ça, éventuellement faire un travail en équipe pour travailler cette mission, cette vision et ses valeurs, et vraiment arriver à être au clair avec ça pour définir sa stratégie et essayer de tenir le bateau malgré les tempêtes, tout en étant prêt, et grâce aux serres de soutien notamment, on se rend compte dans la tempête, parfois finalement il faut changer de cap. Mais le fait d'avoir une stratégie permet de dire qu'on change de cap. Si on n'en a pas, on ne sait pas où on va. Et on se laisse juste porter par la mer et on risque de se faire manger par les vagues. Tout à fait. L'ikigai, on en parle beaucoup en ce moment. C'est quelque chose que tu pratiques ou pas du tout? Alors, je ne le pratique pas sous cette forme-là, mais je pense que je le pratique réellement. Pour moi, l'ikigai, c'est une façon de déterminer un petit peu son profil, finalement, et de voir en quoi on peut être utile pour les autres. Et dans tout ce que j'ai fait en développement personnel, j'ai touché à plusieurs méthodes de profilage. Une que j'affectionne particulièrement, c'est le Human Design. Et là, j'ai travaillé avec Sophie Ougardi, puisque donc on peut donner des conseils et des recommandations. Les gens. On les taguera d'ailleurs dans le post. Avec plaisir, vraiment. Pourquoi? Alors, c'est peut-être plus complexe, c'est un côté un peu plus spirituel, mais pour l'instant, c'est la méthode qui permet de définir un individu qui, pour moi, est la plus précise ou la plus bluffante, en tout cas de toutes celles que j'ai apprises. Alors, ça reste parfois un petit peu flou dans certains domaines. L'ikigai va être peut-être plus pratique pour dire, voilà, finalement, toutes ces compétences, tout ce qui je suis, comment je vais pouvoir le mettre à disposition des autres parce que finalement, on est, je crois, là sur Terre pour aider les autres. Ça, c'est une de mes convictions. Mais donc, voilà, j'irai chercher d'autres outils et de se dire qu'il y a beaucoup d'autres outils que l'ikigai, même si c'en est un très bon. Je parlais tout à l'heure de Laetitia, de la formation Step Change, qui permet aussi de faire une carte professionnelle. Et je trouve que là, ça rejoint peut-être de façon encore plus pratique l'identification de ses compétences pour arriver à ses talents, parce que beaucoup de personnes ont vraiment difficile à identifier leurs talents, voir comment on peut utiliser tout ça au service des autres, de sa mission, et que corporellement il y a quand même un petit indice aussi, comme on disait avec l'intuition tout à l'heure, où intuitivement on se sent à la bonne place. Ça permet aussi d'identifier nos croyances limitantes, et donc je pense que c'est aussi un très chouette modèle. On arrive déjà doucement à la fin de ce podcast, ça passe vite, hein, le temps passe vite. Donc y a-t-il une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais voulu que je te pose, histoire que tu ne repartes pas frustré ou à laquelle tu aurais voulu répondre? Oh, peut-être la suite. J'aime bien projeter les choses dans le futur. La suite, c'est vraiment développer cette activité d'interim management. Et donc, j'ai vraiment envie, sur base du constat que j'ai fait, où les entrepreneurs que j'accompagne ont, malgré tout, parfois des difficultés de passer vraiment dans la pratique. Donc d'arriver dans leurs entreprises et de pouvoir accompagner leurs équipes à mettre en pratique. Alors je pense que ce sera vraiment commencer par des réunions d'équipe, interviewer déjà tout le monde, donner la parole, écouter les collaborateurs pour mettre en place un plan d'action et accompagner les collaborateurs dans la mise en place de ce plan d'action qui serait principalement sur les RH. Donc pour moi vraiment se poser la question, on parlait de stratégie. Quelle est la stratégie RH? Comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'elle puisse être mise en place? Comment est-ce qu'on va donner du lien dans les équipes? Comment est-ce qu'on va donner la cohérence? Comment est-ce qu'on va permettre à chacun d'être à la bonne place? Puisque, je reviens encore une fois, comment on va faire pour que chaque collaborateur soit à la meilleure place pour lui? Ça, ce serait vraiment très très gai de pouvoir continuer à développer cette partie-là. Est-ce qu'il y aurait une personne de ton entourage ou pas que tu imaginerais on est dans le podcast des entrepreneurs inspirants, à ta place dans le futur? Alors j'ai rencontré, oh là là, j'ai plus son nom en tête, il faudra que je te le communique, un entrepreneur qui travaille maintenant chez Battlecart. Donc évidemment c'est Sébastien Milcan qui a développé Battlecart. C'est un principe que j'adore parce qu'il a réussi à développer des cartes électriques sur base du jeu vidéo Mario Kart. Oui, je l'ai fait. C'est génial ce truc. Et surtout, en fait, pour avoir discuté avec Sébastien Milcan, je trouve qu'il a à la fois cette vision d'ingénieur qui est très intéressante parce qu'on sent vraiment... Enfin, moi, je trouve qu'il y a un processeur dans sa tête et ça, c'est très, très intéressant. Mais il a aussi cette idée process, comment faciliter les choses. Toutes ces cartes, finalement, dès qu'on rentre dans le kart, c'est le kart lui-même qui nous explique. Donc, en termes de bravo, je trouve ça exceptionnel. Et il a une vision vraiment de stratège, de développement, puisqu'il a créé des franchises, il est maintenant à l'étranger. Donc, je trouve que c'est une vraie réussite entrepreneuriale.
Et je sais que son CFO vient des Tardes Françoises, donc il se fait entourer. Il s'entoure plutôt. Et je trouvais ça très intéressant de voir la façon dont il pouvait s'entourer. Je pourrais réfléchir à te trouver d'autres noms, mais c'est le premier qui m'est venu. C'était le but, le premier. Et donc au niveau de ton actualité, où est-ce que tu as parlé de ton LinkedIn tout à l'heure, où est-ce que les personnes, nos auditeurs peuvent te suivre mis à part LinkedIn ou LinkedIn? Alors LinkedIn sera clairement la première porte, puisque c'est là que je partage toutes mes réflexions et que je vais parler aussi des différentes formations que je vais relancer ici pour la rentrée. Et sinon évidemment mon site web, puisque là j'ai l'agenda des différentes formations. C'est là qu'ils vont trouver le type de service que je vais proposer. Maintenant clairement c'est LinkedIn ou dans les réseaux. Et finalement j'ai un téléphone, vous pouvez m'appeler. On peut faire, comme je le disais, un lunch. Vraiment, si vous avez envie de dire Anne, je t'ai entendu sur le podcast de Geoffroy, est-ce qu'on peut aller manger un bout, vraiment avec plaisir, parce que je pense que c'est ça qui, moi, va augmenter le plus mon énergie, qui va me permettre d'aller dans cette relation humaine dont on parlait tout à l'heure. Et donc, rencontrons-nous. Un grand merci Anne pour tous ces partages, cette valeur délivrée, ce partage inspirant et la valeur que tu as délivrée. Je pense qu'il y a eu quelques éléments de valeur très, très, très importants. Et donc, chers auditeurs, on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé ce podcast, à le partager, à le liker et voilà, n'hésitez pas à en parler. Merci beaucoup Geoffroy. À très bientôt.